Chapitre 12. Les planètes continuent à danser la gigue, si tu veux mon avis, souffla entre ses dents Pauline à Élisabeth pendant le lever de la reine. Entre Héloïse, le ballet et Mendoza, j'ai l'impression de vivre au galop. Depuis une semaine, Héloïse ne pouvait faire un pas sans tomber sur Pauline ou Élisabeth, relayée par Hildy lorsque la reine se rendait chez la dauphine. Lourmel, en courtisan zélé, avait un emploi du temps très chargé. Après le lever du roi, il allait présenter ses respects aux grands du royaume. Ainsi retrouvait-il régulièrement Thomas ou Silver dans l'antichambre de Monsieur, du prince de Condé ou de Louvois. Mais il les retrouvait aussi chez son tailleur, puis chez le perruquier, et encore aux tables de jeu ou à la comédie. Une surveillance qui commençait à coûter cher à nos amis. Lourmel, comme la plupart des gens à la cour, vivait d'expédients. Criblé de dettes pour conserver son train de vie luxueux, il empruntait à Paul pour rembourser Pierre, se vantant auprès de ses fournisseurs de ses relations à la cour dès que ceux-ci avaient le mauvais goût de lui présenter une facture que de toute façon il ne réglait pas. Pourtant cette surveillance de tous les instants ne donna aucun résultat. La marquise avait-elle abandonné ses projets? La pauvre Cécile avait, quant à elle, tant de travail qu'elle prenait à peine le temps de dormir. La canicule des derniers jours et le manque d'hygiène provoquaient des vagues d'épidémies qui, en plus des accidents, décimaient la population du château. C'est ainsi que Cécile avait à peine entrevu le frère de son amie. Elle s'était limitée jusqu'à présent à quelques formules de politesse avant de partir comme si elle avait le diable à ses trousses. Car Guillaume avait pris ses fonctions. L'uniforme bleu de la compagnie d'élite des gardes écossais semblait avoir été créé pour lui. Il avait été affecté pour 15 jours à la salle des gardes de la reine. Son rôle se bornait à rester en faction devant la porte par roulement de 2 heures et à éconduire les importuns et quémandeurs de tout poil qui déambulaient à leur guise dans les couloirs. La querelle des jardins avait été vite oubliée et Pauline avait bien du mal à ne pas quitter son service pour retrouver son frère à quelques pas. À peine le voyait-elle quelques instants lorsque la reine se rendait à la messe ou chez la dauphine. Le cortège en procession, certaines dames, besicles au poing, s'extasiaient alors sur la carrure et la prestance du nouveau garde. Guillaume, raide comme la justice, supportait les compliments en rougissant, ce qui attendrissait ces dames et redoublait leurs commentaires. Malheureusement, la reine, depuis 2 jours, sortait peu car Mendoza était brusquement tombé malade. On avait aussitôt convoqué Fagon, le médecin de la reine. Mais Mendoza, qu'aucun homme n'avait jamais approché à part son confesseur, refusa de le voir et entra dans une violente agitation qui aggrava son mal. La reine pleurait et priait, tandis que Mendoza, entre deux nausées, parlait de poison. Aussitôt, la rumeur s'enfla. Poison? Vous avez dit poison? Et les regards se tournaient vers la marquise. Fagon ordonna un purgatif, puis un clistère, et enfin une saignée. Mais Mendoza, en hurlant comme un goret qu'on égorge, déclara qu'elle préférait mourir. La reine demanda alors l'assistance de Daquin, le médecin du roi. Ce fut une grossière erreur de diplomatie, car Fagon et Daquin se détestaient, chacun accusant l'autre d'être incompétent et arriviste. Le vieux Daquin devait sa place à la marquise. Il s'acquittait de sa charge sans problème, car par chance, son auguste patient avait une santé de fer. Fagon, lui, était le protégé de Madame de Maintenon. On racontait qu'il avait fait retrouver l'usage de ses jambes au petit duc du Maine, le fils infirme du roi et de la belle Athénaïs. Madame de Maintenon, qui avait élevé les enfants légitimes du roi comme les siens, s'était attirée par son dévouement l'amitié de Louis XIV. Celui-ci, pour lui plaire, avait donc nommé Fagon médecin de la reine et de la dauphine. Pour l'heure, Marie-Thérèse finissait sa toilette, le nez rouge d'avoir pleuré. Elle avait veillé une bonne partie de la nuit auprès de sa confidente, que l'on avait installée dans un cabinet particulier attenant à sa chambre. Par la porte entr'ouverte, on entendait les médecins au chevet de la malade discuter âprement des bienfaits comparés du clistère et du vomitif, chacun étant sûr de détenir le traitement miracle. Purgare primore, commentait Fagon dans son latin de cuisine. Non, répliquait Daquin. La malade est née sous le signe de la balance et la lune est décroissante. Ce serait criminel.
Purgare, vous dis-je, et segnare, ignare. Non, un soupçon de sel d'Alain, peut-être, pour dégager les humeurs péquantes, et un clister au séné. Pas pour le poison. Elle vomit bien assez sans votre aide. Encore une saignée alors, continuait Daquin, en se grattant le menton. À la nuque cette fois. Non, au coude, voyons. Mendoza, à demi consciente, suivait l'échange sans comprendre. La veille, Gervais, le chirurgien de la reine, l'avait saigné 3 fois. Mendoza s'était défendu, comme un beau diable, rassemblant le peu de force qui lui restait pour échapper sans succès à la lancette. Elle est perdue, j'en ai bien peur, continua Fagon. Sûrement, renchérit Daquin, enfin d'accord avec son collègue. Prévenez donc un prêtre, ordonna pour toute médecine Fagon, en sortant dignement. La reine se sentit défaillir en apprenant la nouvelle, et tandis que madame de Gramont lui bassinait les tempes au vinaigre de rose, Pauline, qui l'éventait, se dit que perdu pour perdu, votre majesté, peut-être accepteriez-vous que mon amie Cécile vienne voir Mendoza demanda-t-elle timidement à la reine, qui retrouva aussitôt des couleurs. La petite qui parle espagnol? Votre majesté, intervint madame d'Harcourt, si le grand Fagon ne peut rien, ce n'est pas cette gamine qui la guérira. Et por qué no? Rétorqua la reine. Faites-la venir tout de suite, ordonna-t-elle à Pauline, qui fit sa révérence et sortit sans attendre. Va vite chercher Cécile, demanda-t-elle à son frère. Pas le temps de t'expliquer, ordre de la reine, ajouta Pauline devant son air étonné. À cette heure, elle est sûrement au commun du roi, où elle soigne des domestiques. Guillaume partit aussitôt à l'autre bout du château. Vous l'avez raté, lui dit-on. On l'a appelé à la galerie pour une urgence. Guillaume pesta en faisant demi-tour. Dire que la galerie jouxtait l'appartement de la reine. Il la repéra sans peine au milieu des maçons et des peintres. Accroupie près d'un jeune homme qui gémissait, Cécile lui fixait une attelle tandis qu'une servante en pleurs lui tenait la main. Seigneur, mon pauvre Toussaint, sanglotait la jeune fille. Ne t'inquiète pas, Suzon, dans 6 semaines, il sera sur pied, expliqua Cécile. Je vais boiter demanda Toussaint avec angoisse. Hélas, je le crains. Cela ajoutera à ton charme, essaya de plaisanter Cécile. Remercie plutôt le ciel, Toussaint. Faire une chute de 12 pieds et n'avoir qu'une jambe cassée, c'est miraculeux, ajouta-t-elle en levant les yeux vers l'échafaudage sans rambarde, où les maçons enduisaient le plafond avant le passage des peintres. As-tu de quoi vivre au moins s'inquiéta Suzon. Non. Je sais que j'ai droit à une indemnité de 30 livres pour un membre cassé. J'espère qu'on me gardera au dortoir des ouvriers et que j'aurai encore du travail après. T'inquiète pas, mon gars, le rassura le contremaître. Celui-ci aperçut alors l'uniforme de Guillaume. Que désirez-vous, monsieur? Je viens voir mademoiselle Drouet. Cécile se raidit aussitôt en reconnaissant sa voix, tandis que les ouvriers s'écartaient avec respect. Je suis occupée, monsieur Guillaume. Repassez plus tard, répliqua Cécile plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu sans même se retourner. Guillaume se demanda une fois de plus quelle sorte de mouche la piquait. Les années passaient, mais la tension entre eux restait la même. Ordre de la reine, Cécile, répondit-il sur le même ton. Ben ça, quand ma Margot va savoir que tu connais la reine, ironisa un vieux plâtrier. Mais mon cher Fulbert, fit Cécile comme en confidence, elle m'invite tous les jours à prendre le chocolat. Elle se leva en riant, aidée par 2 marbriers avec qui elle semblait être à tu et à toi, remarqua Guillaume avec un brin de jalousie. Dépêche-toi, c'est urgent, crut-il bon d'ajouter à Cécile, qui, penchée sur Toussaint, fit mine de n'avoir pas entendu. Tu pourras t'occuper de Rémi avec Suzon demanda anxieusement le jeune maçon. Il est au coq d'or, j'ai peur que le patron le jette dehors. Je m'en charge, il faut que j'y aille. Enfin, se dit Guillaume qui bouillait. Comment pouvait-elle être si gentille avec ces gens et l'ignorer, lui, de cette façon? Qui est Rémi? Questionna-t-il en allant vers les appartements de la reine. Son frère, un enfant de 8 ans. Ils viennent du Limousin. La famine y a été telle cet hiver que le père, qui ne pouvait plus nourrir sa famille, s'est débarrassé de ses gosses. Il a mis les 3 plus jeunes à l'orphelinat et Toussaint est parti sur les routes pour chercher du travail. Toussaint a pu récupérer Rémi. Ils sont venus ici à pied avec une centaine d'autres miséreux, en mendiant et en chapardant, car le bruit courait qu'on embauchait sur les chantiers. Toussaint est logé et nourri, mais il lui faut régler la pension de Rémi. Du plus loin qu'il se souvienne,
Jamais Cécile ne lui avait parlé si longuement. Excusez-moi, monsieur Guillaume, continua Cécile, je vous ennuie avec mes histoires de pauvres. Ces choses-là n'intéressent pas les gens de qualité. Et pourquoi donc rétorqua Guillaume froidement. Cécile, qui préparait son habituel voulet noble, préféra se taire. Ils arrivaient devant les appartements de la reine, et tandis que la porte s'ouvrait devant elle, elle constata que, pas une seconde, elle n'avait pensé à ce que la souveraine pouvait lui vouloir. Cécile regarda la pauvre chose recroquevillée dans le lit, jaune comme un coing, desséchée comme une momie. Elle s'empara d'une longue main glacée, au pouls indistinct. Qu'a-t-elle bu depuis 2 jours s'enquit Cécile. Rien, bien sûr. Le médecin l'a interdit, afin que l'eau ne se transforme pas en mauvais sang dans son corps, expliqua la garde-malade. Faites apporter du bouillon, il faut qu'elle boive. Mais le médecin, faites, ordonna la reine dans le dos de Cécile. Qu'a-t-elle mangé avant d'être malade continua Cécile. Rien de spécial, expliqua la garde-malade. Elle a mangé une omelette au lard et des sardines marinées. On a dû glisser le poison dans son eau de Vichy. Des sardines? Par cette chaleur? Oui, elle était ravie, car c'étaient de vraies sardines espagnoles, pêchées il y a à peine 8 jours. Il faut être fou pour manger des sardines vieilles de 8 jours, s'emporta Cécile. Pas la peine de parler de poison. Les sardines suffisent, je vous assure. C'est vrai qu'elle sentait un peu fort, admit la garde-malade. Un laquais arriva avec le bouillon. Cécile entreprit de desserrer les lèvres gercées de Mendoza, toujours inerte, pour le lui faire boire. La malade geignit un peu, puis commença à déglutir péniblement. Après quelques cuillerées, elle ouvrit les yeux, puis, un sourire béat aux lèvres, elle commença à parler en espagnol d'une faible voix. Je suis au paradis, Doña Maria Luisa. Pauvre femme, reprit la garde-malade. Voilà quel délire. Mendoza serra la main de Cécile et l'observa de ses yeux éteints. Calmez-vous, répondit doucement Cécile en espagnol. Il faut vous reposer. La reine se pencha sur son amie pour lui tamponner le front d'un linge humide. Guéris vite, mon cœur. Que ferais-je sans toi lui dit-elle avec sa familiarité habituelle, dans sa langue maternelle. Puis elle se tourna vers Cécile. Bien sûr, c'est à cette chère Doña Maria Luisa que tu ressembles. Enfin, quand elle était jeune. Elle est morte depuis bien longtemps, soupira la reine. Mendoza lâcha la main de Cécile et agrippa avec un sanglot la médaille qui pendait au cou de la jeune fille. Oh, vous avez toujours la médaille du roi poursuivit-elle dans son délire. Avec les armes de votre... Vous faites erreur, Mendoza, la coupa Cécile, en français, affolée par ses divagations. Je m'appelle Cécile Drouet. Elle arracha la médaille des mains de la malade et la rentra vivement dans son corsage. Cécile Drouet, répéta-t-elle comme pour s'en convaincre, avant de se tourner vers Pauline, restée sur le pas de la porte. Derrière Pauline, Héloïse, tout sourire, se dit qu'il y avait peut-être là matière à s'offrir une fontange neuve.